un malade du Covid pouvait rapporter dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez des informations à nous livrer publiquement sur cette antenne de François, Défi de la vérité, à ce niveau-là? Combien coûte un diagnostiqué du Covid? Combien coûte un hospitalisé du Covid? Combien coûte ou rapporte un mort du Covid? Alors c'est public. C'est tellement public, c'est qu'une enquête a été menée par des journalistes d'investigation de USA Today. Donc moi, j'ai été récupérer l'information. J'ai effectivement pris contact avec ce journaliste-là pour m'assurer de la véracité de l'information. C'est différent d'un État par rapport à un autre. Le schéma est le suivant. Vous êtes identifié comme étant cas contact Covid. Vous rentrez à l'hôpital. L'hôpital reçoit $50. Dans cet état-là, dans l'autre, reçoit $100. Vous utilisez un respirateur. L'hôpital reçoit $300. Malheureusement, vous mourrez dans cet hôpital-là, l'hôpital reçoit $4000. Les internautes, 3W, Boboko Yaboka. Boboko Yaboka, 3W. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François avec, vous allez le voir aujourd'hui, vraiment un invité de marque, un homme extrêmement courageux. Patrick Joland, bonjour. Bonjour Richard. Vous êtes docteur diplômé de l'une des plus prestigieuses universités américaines. Vous étiez directeur décryptage, il faut le dire, de l'une des plus grosses sociétés américaines de cybersécurité. Vous allez nous parler pendant près d'une demi-heure de cette crise avec, vous allez le voir, et là je m'adresse vraiment au public, d'énormes révélations à la clé. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre, Richard? Je suis en colère. Je suis en colère parce qu'on a sacrifié des actifs, des jeunes, pour des vieux comme moi. Je suis en colère parce que on m'impose de me vacciner, alors que je ne le veux pas. Je suis en colère parce qu'il y a un président, soyons clairs, il y a un président qui ne sait pas parler aux jeunes. La seule chose qu'il propose, c'est le remboursement d'une visite chez un psy. Je suis en colère et j'appuie parce qu'effectivement, ma génération est une génération dorée. C'est une génération qui n'a pas connu la guerre, c'est une génération qui est partie à la retraite à 60 ans, c'est une génération qui a pu acheter des biens immobiliers quand c'était possible. C'est une génération qui était privilégiée en quelque sorte. Qui est privilégiée. Et on va foutre en l'air, parlons vulgairement, foutre en l'air, je dirais, des jeunes et des actifs pour une génération comme moi. Donc à un moment donné, il faut dévoiler un certain nombre de choses. Il faut que la vérité sorte. Alors cette vérité, elle sort vraiment dans votre livre, hein, extrêmement à charge, un monde de menteurs que vous avez auto-édité et vous allez comprendre le public pourquoi il n'a pas trouvé d'éditeur. En fait, vous êtes en quelque sorte le nouveau Snowden, on peut le dire? J'espère que je ne lis pas comme lui. En tous les cas, vous qui étiez dans la cybersécurité, vous pouvez le dire aujourd'hui et l'affirmer très clairement, 80% des informations aujourd'hui qui circulent sur Internet sont des fake news. Mais les fake news, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, en tout cas où le gouvernement l'entend aujourd'hui. Tout à fait, il y a des fake news, je dirais, qui sont voulus. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Mon rôle est essentiellement, dans toutes ces fake news-là, de regarder qu'est-ce qui est vrai. Donc tout ce que je vais raconter, en dehors, je dirais, de l'agence, qui est au courant de l'émission, qui est au courant du livre, tout ce que je vais raconter existe sur Internet. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir le temps de chercher cette information-là et de s'assurer qu'elle est bonne. C'est ça mon job. Alors vous avez le privilège à la fois de connaître et de maîtriser mieux que personne, et je pense qu'on peut réellement le dire, la cybersécurité. Vous rentrez dans les mécanismes du système, mais également vous avez cette faculté, bien sûr, en étant quasi bilingue, plus que quasi bilingue, vous êtes bilingue, de pouvoir donc traduire des documents officiels qui sont un peu perdus sur Internet et que vous arrivez vraiment à ressortir du lot. Oui, je vais même vous dire, je vous avoue un secret, je me suis même mis au chinois. Que vous parlez maintenant à quel niveau? Que je parle, je dirais, à un niveau très moyen. Mais je me suis mis au chinois parce qu'à un moment donné, il a fallu consulter des sites chinois.
On parlait du site de Wuhan. Et il fallait, je dirais, essayer de trier dans toutes les sources d'informations. La ville de Wuhan a un site particulier. Et il y a des choses qui sont passées à partir du mois d'octobre 2018, 2019 et 2020 sur ce site de la ville de Wuhan. Et je tenais absolument à m'imprégner de la culture, je dirais, chinoise, pour essayer de regarder un petit peu ce qu'était le vrai du faux. Parce qu'effectivement, ce sont des gens qui manipulent, je dirais, le vrai et le faux. Alors, parmi toutes les révélations que vous allez nous faire, et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, il y a un point très précis, une date précise, c'est 2003, où déjà ce virus, et ça personne ne le sait en France, déjà le virus existait en Chine. Sous une forme un peu différente, mais c'est quasiment le même. Le SARS. Ça. Alors effectivement, ce fameux syndrome de respiration qui provoque des conséquences graves au niveau des humains, existait en 2003, en Chine et à Hong Kong. Mais si on veut être tout à fait exhaustif, il a touché une dizaine de pays. Une dizaine de pays. Une dizaine de pays. Le nombre de morts était léger par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, aux alentours de 1000 morts. C'est rien, ça ne représente rien. Le virus est apparu, le SARS est apparu dans les 2003, février 2003, il me semble, et tout s'est arrêté en juillet 2003. Sans vaccination. Sans vaccination. Sans vaccination. Il s'est arrêté de lui-même. Il s'est arrêté de lui-même parce qu'effectivement, il y avait eu un certain nombre, je dirais, de gestes barrières, comme on en parle aujourd'hui, qui avaient été annoncés par l'OMS, parce que l'OMS connaissait, je dirais, ce virus. Et les gestes barrières étaient classiques. On porte des masques, on se lave les mains, on utilise la distance et on nettoie partout là où on est passé, quoi. Donc le virus, c'était... Alors, il n'a rien à voir avec eux, et on en parlera par rapport au virus que l'on connaît aujourd'hui, mais c'était déjà un premier symptôme de ce qui pourrait un jour se passer. Voilà, avec des tests également PCR qui avaient été menés à l'époque. Tout à fait, je dirais que... Et des tests qui n'avaient servi à rien. Et ça, c'est... si vous regardez sur le site de l'OMS et que vous cliquez sur la date 2003, vous remarquerez un message en français et en anglais. Faites attention aux tests, je dis brutalement, faites attention aux tests PCR. Ils ont tendance, je dirais, à provoquer, je dirais, de faux positifs ou de faux négatifs. On est en 2003. On est en 2003. Ensuite, vous avez la société Eco Health Alliance, oui. Qui est une société américaine qui travaillait déjà avec les Chinois sur les gains de fonction. Alors, et les gains de fonction, je pense que c'est très important pour les téléspectateurs que vous expliquiez ce que c'est exactement. Oui, alors, ce que je vous propose, Richard, c'est qu'on fasse un petit tour dans le passé pour qu'on puisse comprendre un petit peu l'évolution de cette pandémie. Bien sûr. Donc, on va aller dans le passé le 31 décembre 2019. D'accord. Et le 31 décembre 2019, la Chine informe une agence de l'OMS à Pékin comme quoi il a identifié un nouveau type de virus, SARS, dans la ville de Wuhan. Alors, Wuhan, c'est une ville importante. Wuhan, c'est intramuros, c'est 9 millions d'habitants, c'est 11 millions, je dirais, avec la périphérie. C'est 5 hôpitaux majeurs, on aura l'occasion d'en reparler, 5 hôpitaux majeurs. C'est des universités de haut niveau, en médecine, en agriculture, en sciences. Donc, la Chine avertit qu'il y a une détection d'un nouveau virus. Ce qui est repris par l'OMS quelques jours après. C'est repris, on est donc le 31. L'OMS publie cette information-là sur son site internet le 2 ou le 3 janvier 2020. Et on sait que, bon an, mal an, l'OMS déclare la pandémie mondiale le 11 mars 2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a justifié ça? Quand on regarde ce qui s'est passé, on s'aperçoit que l'Institut de virologie de Wuhan travaillait déjà sur des virus du type SARS au moins depuis 2015. Pourquoi on le sait depuis 2015? Parce que dès 2015, il y a eu des publications de recherche. Et là, ce que l'on découvre dans ces publications de recherche, c'est qu'il y a une université américaine qui s'appelle l'université de Chapel Hill qui font des publications de recherche ensemble. Mais vous avez cité la société Eco Health, je dirais, Alliance. Le gros mensonge, d'accord, c'est il y a un partenariat qui existe avec l'Institut de virologie de Wuhan et une institut américaine depuis plusieurs années qui travaille sur
les gains de fonction de ces fameux virus, et cette société s'appelle EcoAlliance. Alors, les gains de fonction, là, pour le grand public. On va parler des gains de fonction. Alors, cette société, je m'excuse, cette société-là, c'est une société d'un but non lucratif qui reçoit de l'argent de la présidence Obama et de la présidence Trump. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gain de fonction? Qu'est-ce que c'est qu'un gain de fonction? Un gain de fonction, c'est donner la possibilité à un gène pathogène, à un élément pathogène, de devenir plus virulent que plus virulent, plus mortel que plus mortel. On prend un virus, on manipule et on le fait devenir plus mortel. Et en plus, on en fait un virus qui soit diffusable dans l'air. On fait un gain de fonction. On lui donne des fonctions supplémentaires, des fonctions mortelles supplémentaires. On est compte, c'est qu'on est en Donc train ça part d'une, ce que vous dites là en fait, et j'essaie de traduire pour les téléspectateurs, mais ça part donc d'après vous très clairement d'une décision délibérée de l'homme avec un grand H de créer ce virus pour exterminer la planète. Alors je ne sais pas si c'est pour exprimer la planète, on verra par la suite, mais ça part d'une opération délibérée de l'homme, et d'autant plus délibérée de l'homme, c'est que quand on gratte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a effectivement la société américaine EcoAlliance qui travaille depuis des années sur ces gains de fonction, essentiellement depuis 2017. Et pourquoi 2017? Parce que c'est à partir de 2017 que l'Institut de virologie de Wuhan est étiqueté P4. Avant, elle n'était pas étiquetée P4. Alors, P4, ça veut dire P comme pathogène. 4, ça veut dire on est en train de manipuler des virus mortels, très mortels pour l'homme. C'est ça, P4. Et il faut dire que c'est un laboratoire qui a été visité en son temps par François Hollande et toute une délégation française. Mieux que ça, c'est un laboratoire qui a été fourni par la France à la Chine, qui a été inauguré en 2017 par le Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été inauguré par la ministre de la Santé, Marie-Claude Touraine, qui a été inauguré par Yves Lévy, le mari de Buzyn. Le mari de la future ministre de la Santé, d'accord, et qui a été inauguré par Raoul, par M. Raoul, qui est le directeur général, je dirais, de laboratoire P4 de Biomérieux de Lyon. Donc la France connaît, la France sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous vous rendez compte, on est en train de dire... Aujourd'hui, on a vraiment l'impression, au début de l'année, donc il y a 1 an et demi maintenant, que le président de la République découvrait comme ça subitement l'existence de ce virus. Or, tout le monde était déjà au courant, c'est ce que vous dites, déjà depuis peut-être des mois, en tout cas depuis le mois d'octobre, en tout cas, vraisemblablement aussi depuis des années, depuis 2015. Depuis 2015, il existe des communications qui sont accessibles sur le net, qui sont publiques, qui montrent très clairement qu'on est en train de manipuler un certain nombre de virus. Alors au départ, du SARS numéro 1, du SARS numéro 2, ensuite des liens avec la chauve-souris. Et dès 2017-2018, et je vous donnerai par la suite l'explication 2018, on est en train d'augmenter la mortalité du virus par l'intermédiaire des gains de fonction. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de s'amuser avec ça. Et d'autant plus, à partir de 2018, on est sûr de 2018, parce qu'en 2018, l'ambassade américaine qui est en Chine envoie des messages alarmistes aux autorités américaines. Attention, on ne sait pas ce qui se passe dans l'Institut de virologie de Wuhan, mais on est à 2 doigts d'une pandémie mondiale, SARS. Des messages cryptés de l'ambassade américaine envoyés aux autorités américaines, premier trimestre 2018. Preuve. Et il y a également donc des tests qui sont faits en parallèle aux Pays-Bas. Ça, vous pouvez nous en parler parce que c'est quand même très important et le public ne le sait pas, ça. Basé notamment sur des matières fécales d'animaux et véhiculées donc par des oiseaux. C'est quoi ça exactement? Alors, il y a eu effectivement, je dirais... alors là, c'est un peu des informations que l'on va trouver difficilement un peu sur le net, mais c'est possible de trouver les liens sur le net. C'est qu'il y a eu des essais, et il y a des essais qui ont été effectués aux Pays-Bas. Le virus, après avoir eu ses gains de fonction supplémentaires, sa mortalité supplémentaire, on a voulu tester ce qu'il donnait. On a infecté des oiseaux, on les a lâchés dans un champ de vaches, et toutes les vaches sont mortes. Toutes les vaches sont mortes. Le virus était vraiment bien. On a fait un bon boulot. On a fait un bon travail. On lui a ajouté des gains de fonction supplémentaires. On a fait un bon travail. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Et si on revient c'est ça. À qui profite le crime finalement? À qui profite le crime? Alors revenons
aux différents acteurs de cette scène morbide. Revenons aux différents acteurs. Donc on est dans un James Bond, là, quasiment. On est dans un James Bond, oui, Ouais. on est James Bond. On est en 2019, la Chine informe qu'il y a détection de nouveaux virus, on déclenche une pandémie mondiale, on s'aperçoit qu'il y a une société américaine qui est très, très, très liée avec l'Institut de virologie de Wuhan, qui travaillent ensemble, qui travaillent sur des gains de fonction, augmenter la mortalité du virus. Et on s'aperçoit effectivement que c'est très dangereux. L'ambassade américaine, informe les autorités. Et on s'aperçoit que le docteur Anthony Fauci, le docteur santé de l'Amérique, le docteur qui est responsable, qui est directeur de l'Institut des infections aux États-Unis, NCIH. Oui, virologie locale. D'accord, virologie locale. Lui, il investit à ce moment-là. Donc il est informé que l'ambassade américaine en Chine est informée que, attention, on ne sait pas ce qui se passe, au point de vue à Wuhan, à l'Institut de virologie, attention, il y a des risques, attention, il y a des risques, il est informé. N'empêche qu'il valide un contrat de 3,1 millions de dollars pour continuer les travaux. Donc il encourage ça. Donc il encourage. Et il encourage d'autant plus, c'est qu'il met 600 000 dollars de ses propres, c'est ça, il investit. Son propre argent, d'accord, dans les laboratoires, je dirais, de Wuhan. Non seulement ils sont informés que c'est dangereux, que les systèmes de sécurité, d'après les mails, d'après les fax que j'ai, un peu secrets à ce niveau-là. On ne va pas vous trouver ça sur Internet. Les ambassades, chinoises, les ambassades américaines, informent les autorités américaines. Attention, c'est dangereux. Attention, le système de sécurité. Attention, on ne sait pas ce qui se passe. Au lieu de dire stop, on signe un contrat de 3,1 milliards de dollars et on met de l'argent supplémentaire. Alors pourquoi on en est revenu à ce niveau-là? Pourquoi cette liaison-là? Pourquoi, la Chine, d'accord, a développé ce genre de choses-là? C'est parce que les États-Unis, en 2004, ont dit stop aux gains de fonction. En 2004, ils ont dit stop aux gains de fonction. Les gains de fonction qui étaient manipulés à Fort Detrix et dans d'autres. Donc on dit c'est trop dangereux, on dit stop. Eh bien, on dit stop chez nous, mais on va le fabriquer ailleurs. Ah oui, c'est pour ça qu'ils l'ont fabriqué en Chine. C'est pour ça qu'on l'a fabriqué en Chine. Alors parallèlement aussi, il y a une guerre en fait mondiale. C'était un peu une forme de course contre la montre. Il y a eu la guerre de l'espace un temps entre les Américains et les Russes. Et là, c'était une guerre également avec les islamistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que ça rentre quand même aussi dans ce cadre-là. Il fallait être les meilleurs, les plus puissants et avoir une bombe qui soit de portée mondiale avant tout le monde, en quelque sorte. Vous avez raison, Richard. Tous les services de renseignement savent que l'État islamique a expérimenté des agents pathogènes en matière animale. Tous les renseignements, tous les services de renseignement le savent. À tel point que celui qui a fait les attentats de Paris... À tel point que Mohamed Abrini, un des responsables des attentats de Paris de 2015, a été pris avec un sac contenant des matières fécales animales et des testicules d'animaux. Et ça, bonjour les services de renseignement français, les services de renseignement le savent, français, donc ils ne découvrent rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit l'État islamique est en train, d'expérimenter un certain nombre de choses. Il faut qu'on soit en avance, quoi. Enfin, j'imagine ce scénario-là, d'accord, sans dévoiler les secrets, un peu délicats à mettre sur une antenne, quoi. Oui, parce que vous en gardez encore, on l'a bien compris, et les spectateurs le savent, sous la pédale. Parce que vous avez fait un autre livre qui est pour l'instant en off, mais qui dit un peu l'intégralité de ce que vous savez aujourd'hui. Et là, c'est qu'un teaser, comme on dit un peu dans le métier. Alors revenons justement à ces dates-là. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que sur place, à Wuhan, Harvard a vraiment découvert des informations extrêmement importantes vues par satellite quasiment 2 mois avant. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on regarde effectivement, on dit, bon, finalement, le virus a été découvert en décembre, quelques jours avant. Ça, c'est ce qu'on voit sur Internet, ce qui est diffusé dans les médias. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a la diffusion sur le site Internet de Harvard, que ça existe toujours, il suffit simplement de regarder le lien, la diffusion de photos satellites des 5 principaux hôpitaux de la ville de Wuhan, qui étaient totalement saturés. C'est-à-dire que quand on compare ce qui s'est passé, et ça on est en mi-octobre 2019, quand on compare ce qui s'est passé une semaine avant et quand on compare ce qui s'est passé 1 an avant,
Et Harvard a noté. Le rapport est de 1 à 10. À compter le nombre de véhicules. De 200 à 600. Voilà, 200 à 600 sur les 5 hôpitaux. Sur les 5 hôpitaux. Donc il y a une marée humaine qui allait se faire soigner à ce moment-là. Donc on suppose effectivement qu'il y a une marée humaine qui s'est passée, je dirais, pendant les 15 premiers jours, je dirais, du mois d'octobre. Et c'est d'autant plus vrai, c'est qu'en faisant des recherches, on s'aperçoit qu'à cette même période-là, il y a eu une recherche sur Internet des mots-clés, tels que la grippe, tels que la température, tels que ceci et autres, qui dit, mais à un moment donné, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais on ne peut pas dire que le virus a été découvert en décembre, voire quelques mois avant. Donc en gros, ce que vous dites par là, je caricature un peu, mais ça veut dire ça, je pense, dans le fond, c'est que Wuhan, en fait, s'amusait, en quelque sorte, à manœuvrer avec ces virus, et qu'un jour ou l'autre, on savait que ça sortirait. On savait que ça sortirait. À force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu. Alors, mais excusez-moi, Richard, c'est que... Et pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de la France? Ça, c'est intéressant. Bah oui. C'est intéressant de dire, mais pendant cette période-là, pendant cette période-là, la France a affrété un avion militaire qui est parti de l'Est de la France. Ça m'a donné très, très peu d'informations. Parti de l'Est de l'avion, qui a affrété un avion militaire le 31 c'est Mulhouse, décembre, en gros, non? C'est pas le Mulhouse. 31 décembre 2019. D'accord. En même temps que l'OMS annonce. Et au point de vue décalage horaire, ça ne marche pas parce qu'ils ont envoyé l'avion avant. Donc ils ont envoyé un avion militaire. Pour récupérer du personnel français qui se trouve à Wuhan avant que l'OMS annonce officiellement ça. Et ils en ont envoyé 2 autres avions, civils, qui sont partis de Istres. Et parmi les passagers au retour, il y en a un qui est mort. Alors attendez. Effectivement, donc c'est venu on va dire, à la base de Creil. D'accord, la base militaire, elle a été confinée. Quand l'avion militaire est arrivé, il a été confiné. Il y a eu 10 personnes qui ont été confinées. Il faut savoir que le premier mort en France, je n'ai pas dit français, le premier mort en France est un Chinois d'une 80aine d'années, et que le premier mort français est mort dans l'Oise, pas très loin de la base. D'accord. Donc ça c'est le premier des grands scandales que vous dénoncez dans ce livre, Un monde de menteurs, que je vous invite. Mais vous allez voir, on n'en est qu'au début. Maintenant, on va parler des chiffres, parce que les chiffres, c'est quand même extrêmement intéressant avant de parler des financements et de Bill Gates. On va parler des chiffres. Aux USA, vous avez, pu vous plonger un peu dans les chiffres de ce qu'un malade du Covid pouvait rapporter dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez des informations à nous livrer publiquement sur cette antenne de François, Défi de la vérité, à ce niveau-là? Combien coûte un diagnostiqué du Covid? Combien coûte un hospitalisé du Covid? Combien coûte ou rapporte un mort du Covid? Alors c'est public. C'est tellement public, c'est qu'une enquête a été menée par des journalistes d'investigation de USA Today. Donc moi, j'ai été récupérer l'information. J'ai effectivement pris contact avec ce journaliste-là pour m'assurer de la véracité de l'information. C'est différent d'un État par rapport à un autre. Le schéma est le suivant. Vous êtes identifié comme étant cas contact Covid. Vous rentrez à l'hôpital. L'hôpital reçoit $50. Dans cet état-là, dans l'autre, reçoit $100. Vous utilisez un respirateur. L'hôpital reçoit $300. Malheureusement, vous mourrez dans cet hôpital-là, l'hôpital reçoit $4000. Conclusion, pour vous, il y a eu euthanasie, on peut employer le mot? Je ne sais pas s'il y a eu euthanasie, mais en tous les cas, ce qui est prouvé, et ce que je sais, c'est qu'il y a eu une surenchère pour que l'hôpital se transforme en machine à cash. Ce qui veut tout dire. Et pardonnez-moi de vous poser la question, mais le public se pose. Vous parlez des États-Unis, mais en France? Je suis très gêné, Richard, j'irai pour répondre à ça. Je comprends bien, parce qu'il faut savoir que le monsieur que j'ai en face de moi reçoit des menaces en permanence. Et c'est un acte extrêmement courageux, croyez-moi, de venir ici, sur le plateau, nous révéler toutes ces choses aujourd'hui. Donc je ne vous en demanderai pas plus, même si à travers votre réponse, on arrive à détecter quand même un certain nombre de choses.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, autre révélation que vous faites dans le livre, sur les vaccins. Alors, sur les vaccins... Mais si oui. Excusez-moi, Richard, je souhaiterais revenir un peu sur les chiffres, parce que les chiffres sont parlants. Oui. D'accord. On entend parler, il y a 3000 morts, 4000 hospitalisations, des choses comme ça et autres. Concrètement, comment ça se passe? C'est quand même incroyable. Je dirais qu'avant la Covid, un certificat de décès, avec une seule ligne, la cause de la mort. Je suis mort d'une overdose. Je suis mort, je dirais, du cancer, avec la définition de type de cancer. Je suis mort par arme à feu. Ça, c'était avant la Covid. Ils ont changé, le libellé. Après la Covid, avec les directives de l'OMS, on a rajouté une ligne. On a dit, t'es mort d'une overdose et tu avais la Covid. On est mort avec. Forcément. Mais on est mort de l'overdose. Et tu es mort effectivement de la Covid, et c'est marqué. Et la totalité de ces chiffres-là, c'est que vous soyez mort avec d'une overdose, avec la Covid ou pas, c'est totalisé dans le nombre de morts. C'est ça. Donc ils ont fait gonfler les chiffres complètement arbitrairement. Donc on a fait gonfler les chiffres, et je vais aller même pire que ça, parce qu'il y a quand même des preuves que j'ai pu moi-même vérifier en me déplaçant dans certains hôpitaux. Dans certains hôpitaux, si une personne est mourante à l'étage où on traite de la Covid, dans son certificat de décès, il y aura marqué « mort de la Covid ». Mort Covid. Mort Covid. Mort Covid. Un suicidé et mort Covid. Alors qu'il était rentré, il est décédé d'un cancer. Mais il était sur un étage où effectivement il y avait le traitement des Covid, on était en train de faire des tests, il y avait des choses comme ça. Alors ça, effectivement, on va en reparler dans quelques instants quand il s'agira d'évoquer la communication en la matière. L'autre révélation, et je le disais tout à l'heure, c'est sur les vaccins. Effectivement, on parle de vaccination, de taux de succès de tous ces vaccins qui sortent et que vous connaissez tous, hein, et les 3 ou 4 principaux qui sont sur le marché à l'heure actuelle en France. On parle d'un taux de succès dans la presse de 94, 95%, ça marche très très bien. Alors vous avez des informations à nous livrer parce qu'en fait, les chiffres qui sont avancés, on ne peut pas aujourd'hui les avoir, ils ne sont pas publics, il faut quelqu'un comme vous qui connaisse par cœur et à un niveau incroyable la cybersécurité pour pouvoir les retrouver. Quels sont ces vrais chiffres? Patrick Joland. Alors, si on regarde, c'est vrai qu'il y a des messages publicitaires des principaux fabricants de vaccins, pour ne pas les citer, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca. Moderna assure 95% de succès de son vaccin. Quelques jours après, il assure 100%. Johnson assure 90%. Moi, je veux bien. La question que je me pose, c'est d'où viennent ces chiffres? D'où vient ce 90% et basé sur quoi? Ah non, c'est opaque, on ne peut pas, c'est confidentiel. Ah bon, c'est confidentiel? Mais pourquoi c'est confidentiel? Comment vous avez fait ces 95%? Alors j'ai été un peu gratté. Je suis tombé par hasard sur des papiers qui montrent qu'en réalité, l'efficacité est nettement moindre, sans annoncer des chiffres, est nettement moindre que c'est annoncé. Et ce que vous dénoncez également dans le livre, qui est très intéressant puisque vous parlez des vaccins, c'est d'abord les financements assez opaques derrière, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'hommes politiques de premier plan qui auraient investi dans ces vaccins-là. Dans toutes les sociétés qui fabriquent des vaccins, sauf le vaccin Sputnik chinois, Sputnik russe. Sputnik russe, je dirais Bill Gates a mis de l'argent. Y compris dans les sociétés chinoises. Y compris dans Sinopharm. Parce qu'il y a 3 vaccins chinois. Il y a 3 vaccins chinois, y compris dans les 3 fabrications chinoises. Je dirais que pour être très très clair, dans la société Moderna, Bill Gates a mis 10 millions de dollars. Ce qu'on peut dire, c'est que Bill Gates, donc ce que vous disiez, hein, a pris une participation donc dans tous ces vaccins, excepté le russe. Excepté le russe. À ma connaissance, je n'ai pas d'informations concernant les Russes. Il a mis de l'argent dans la société Moderna, il a mis de l'argent, c'est Johnson & Johnson, il a mis de l'argent dans AstraZeneca, il a mis de l'argent, je dirais, des dons, hein. Il a mis des dons, je dirais, dans les sociétés, au moins dans une société, je dirais, chinoise, là-dessus. Mais quand on revient au vaccin,
Toutes ces sociétés avaient des casseroles avant celles dont vous parliez. Là. Toutes ces sociétés ont des casseroles, sauf Moderna. On parlera de manière particulière sur Moderna. Alors, toutes les sociétés ont des casseroles. Si vous me posez la question, Richard, pourquoi tu ne te fais pas vacciner, Patrick? Ben, premièrement, c'est des sociétés, ce sont les seules sociétés qui fabriquent des produits sur lesquels elles ne sont pas responsables. Je me fais vacciner, j'ai un problème, je vais voir qui? Pas eux, ils ne sont pas responsables. Je vais voir la communauté européenne qui, eux, va me rembourser. Pourquoi je ne me fais pas vacciner? Quand je regarde toutes les casseroles qui traînent... Il y a les assurances aussi. Les assurances, elles ne remboursent pas. Et les assurances vont me dire, écoutez, on a du mal à vous faire rembourser sur un vaccin qui est en test. On en parlera, les vaccins sont en test. Phase 2 et pas phase 3. Phase 2, une partie de la phase 2. La phase 2 sur Pfizer se termine en juillet 2021. On n'est pas encore en juillet 2021 qu'à la fin de la phase 2. Mais ça, c'est sur le site internet de la société, je n'invente rien. Hein. Et vous parliez de Moderna, là. Alors, au niveau de Moderna, il faut peut-être faire c'est une très belle société. Dirigée par un Français. Dirigée par un Français, qui a fait l'école centrale, je dirais, de Paris. Qui fait partie de la liste des milliardaires. Alors, la société Moderna, d'ailleurs, le nom Moderna vient de quoi? Moderniser, le RNA veut dire moderniser l'ARN. Je veux moderniser l'ARN. D'où vient le nom? C'est toujours important de regarder un petit peu l'étymologie des noms. Moderna a été créé en 2010. Il n'avait aucune antériorité dans ce milieu-là. Aucune antériorité, aucun passé, dans ce milieu-là. En 2018, ils ont déposé un dossier pour rentrer à la bourse de New York. Quand on rentre à la bourse de New York, il y a le gendarme de la bourse de New York, qui s'appelle la SEC, qui vient analyser le dossier. C'était refusé. Il analyse le dossier et le rapport, qui est également disponible sur Internet, dit, écoutez, le niveau de risque de vos produits est très important. Vous n'avez même pas fait d'essai sur les animaux. On ne sait pas ce que ça veut dire, l'ARN. Revoyez votre copie. Donc il est en premier refusé. On revient, puis il a accepté. Moi, j'ai pris le dossier qui fait 267 pages en anglais, et le soir, je lisais les pages pour regarder. Et je suis tombé sur une page où Moderna, en 2018, a des partenariats privilégiés avec une société qui s'appelle AstraZeneca. Alors, je dis, mais comment ça, ils travaillent ensemble? Mais ils travaillent ensemble depuis des années, monsieur Joland. Ah bon, mais c'est même noté dans le document officiel, je dirais, de la bourse. A des partenariats avec la DARPA, c'est-à-dire le Centre de recherche militaire américain. Il y a des partenariats avec la fondation Bill Gates. Bill Gates et Melinda Gates. Et Melinda Gates. Alors, j'y mets... c'est intéressant comme truc. Quand je me fais vacciner par Moderna, c'est le vaccin AstraZeneca. C'est quoi les partenariats? Alors évidemment, on est en 2018, on n'est pas en 2019. Mais le partenariat existe toujours. Allons un peu plus loin sur la société Moderna. Et au niveau, puisque vous m'avez posé la question sur les vaccins. On est au début 2020. Le 11 janvier, et c'est marqué sur le site de la société, le 11 janvier 2020, sur le cycle de développement du vaccin de la société Moderna, il y a une petite case qui est écrite « Les Chinois nous ont fourni le génome, la séquence génomique de la Covid ». Et grâce aux Chinois, on a pu, 3 jours après, créer notre propre génome et 3 mois après, sortir la phase 1 du vaccin. Ils sont vraiment sympas, les Chinois. Ils sont vraiment très sympas. Leur ont donné comme ça, c'est un petit cadeau de bienvenue. C'est un petit cadeau de bienvenue, surtout qu'ils fabriquent eux-mêmes des vaccins. Hein. Donc ils sont quand même concurrents malgré tout, et donc ils livreraient à la concurrence la quintessence de leur savoir. C'est marqué sur leur site. C'est marqué sur leur site. Alors, et c'est toujours marqué sur leur site. Après, bon, le 11 janvier. Alors, je dis le 11 janvier. Je regarde sur le site de l'OMS, et effectivement, c'est confirmé le 11 janvier. Mais je regarde, mais qui fait le maximum de dons à l'OMS? C'est Bill Gates. 70% du budget de l'OMS, c'est Bill Gates. Mais qui a mis un maximum d'argent dans Moderna? C'est Bill Gates. Donc la date du 11, j'y crois pas.
Alors j'y crois pas et je vais faire un tour sur la Maison Blanche. Et je tombe sur des communications de Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui dit « Les Chinois, on est le 22 avril 2020, les Chinois ne jouent pas le jeu, ils n'ont toujours pas fourni la génome du virus, on ne sait rien faire. » Alors qui croire? Qui croire? Il y en a qui dit « On a la génome, on peut fabriquer, on est le 11 », et il y en a un autre qui s'appelle le secrétaire d'État qui dit « Écoutez, le 22 avril, j'ai rien reçu, et au mois de juillet, j'ai toujours rien reçu. » Alors qui ment dans l'affaire? Qui ment dans l'affaire? Qui ment dans l'affaire? En tous les cas, moi je suis population, donc toute le bricolage, j'allais dire la magouille interne, je ne veux pas en entendre parler. Moi, ce que je veux faire, c'est est-ce que je dois faire confiance à ce type de vaccin-là? Voilà, et c'est pour ça que vous avez écrit ce livre, donc Un monde de menteurs. On nous ment en gros. On nous ment sur tout. On nous ment sur tout. 80% des informations, et je le redis, qui circulent aujourd'hui sur Internet, des informations dites officielles, sont, selon vous, fausses. Alors, revenons à Bill Gates un court instant, parce que Bill Gates, dans un premier temps, on l'a compris, il aura investi dans ces sociétés-là, pour les intérêts qui lui incombent. Et puis, parallèlement, il investit énormément, et c'est ça qui est très intéressant, dans la communication. Parce qu'il fallait aussi qu'il maîtrise complètement la communication. On sait qu'il a investi dans le monde, mais pas uniquement dans le monde. Le monde à hauteur en France de 2 millions d'euros, en tout cas entre 1,4 million et 2 millions, mais plus vers 2 millions visiblement. Plus vers 2 millions. Plus vers 2 millions. Et pour le reste, est-ce que vous pouvez nous livrer la liste des journaux dans lesquels il aurait investi? Alors, je dirais que sur Bill Gates, je ferai un livre sur Bill Gates. Il est prévu. Je me tâte de savoir si je raconte tout. Bill Gates a investi dans tous les laboratoires, que ce soit Merck, que ce soit Novartis, que ce soit, je dirais, AstraZeneca, que ce soit Johnson & Johnson, que ce soit Moderna et autres. Il investit des centaines de millions de dollars. Des centaines de millions de dollars. Bill Gates, pour un certain nombre de raisons, a chapeauté la presse et les médias. Il a fait des dons au Monde, il a fait des dons à Al Jazeera comme journal, il a fait des dons à la BBC. Al Jazeera. Il a fait des dons à la BBC. D'accord. Il a fait des dons, je dirais. Guardian, je crois. The Guardian, d'accord. Il a fait des dons à l'école de journalisme européenne. Pourquoi? Pour la formation des journalistes de demain. Pourquoi? Comme j'ai l'esprit un peu mal placé, ça dépend comment je me lève, je me suis dit, avec ça, le journal Le Monde n'est pas prêt de faire un mauvais papier sur Bill Gates, quoi. Et puis, il a également investi dans pas mal de journaux d'Europe de l'Est, j'ai vu. Et beaucoup investi dans les journaux d'Europe de l'Est. En tous les cas, écoutez, je pense que, comme disait ma grand-mère, la coupe est pleine, après tout ce que vous venez de nous livrer comme information de toute première importance. On ne va pas en dire plus, parce que quand même, il faut maintenir le suspense et que les téléspectateurs puissent lire votre livre. En tout cas, on a passé, je crois, plus d'une demi-heure en votre compagnie, ce qui est déjà énorme. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venu très courageusement. Et je le dis haut et fort, parce que des gens comme vous, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui osent dire tout cela à l'antenne, chez nous et dans les conditions du direct. Et donc, effectivement, un monde de menteurs, la cybersurveillance au service de la vérité. Il n'y a pas que le Covid, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur cette chaîne ou sur une autre pour en parler. En tous les cas, merci infiniment d'être venu, Patrick Joland. Les internautes, 3W, Boboko Yaboka. Boboko Yaboka, 3W.